On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer ce qui se passe à droite. Que se passe-t-il d'ailleurs? Est-ce qu'on assiste au retour de la droite la plus bête du monde? Il y a d'un côté Éric Woerth qui fait défection en race campagne, qui quitte le camp de Valérie Pécresse pour aller chez Emmanuel Macron. Et puis il y a la droite qui se déchire, un grand classique évidemment pour cette famille politique. On va écouter Rachida Dati, maire du 7e à Paris, qui critique très durement Patrick Stefanini, lui-même directeur de la campagne de Valérie Pécresse. Il l'avait critiqué lui-même, il avait dit, écoutez, elle a perdu l'élection municipale à Paris, elle n'a pas de leçon à me donner. Écoutez la réponse de Rachida Dati ce matin. Alors, il a rectifié ses propos de manière assez pathétique, je vais le dire. Ah ouais? Oui. Mais je vais vous dire, moi, j'ai pas de leçon à recevoir de M. Stefanini, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut arrêter avec la légende qu'il a fait gagner des candidats. Il n'a jamais fait gagner Jacques Chirac. C'est Antoine Ruffnac. Donc on va rétablir la vérité. C'est Antoine Ruffnac qui était à la manœuvre. Et puis la victoire de Jacques Chirac, c'est Jacques Chirac. D'abord, et Antoine Ruffnac. Stefanini n'existait pas. Ils lui ont offert à l'époque le gîte et le couvert, puisque le RPR de l'époque, jusqu'aux Républicains de ce jour, ils lui ont offert des circos en or partout en France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à Paris compris. Il n'en a gagné aucune. Donc les leçons de campagne, il ferait mieux de se les garder. Voilà. Donc moi, les losers, ça ne m'intéresse pas. Ah oui. Ça, c'est un loser, il est directeur de campagne de Valérie Pécresse, là. Oui, d'accord. Moi, je lui ai d'ailleurs dit qu'il ne faudrait pas trop qu'elle le montre. Voilà. Et donc, il n'a pas fait gagner. Donc, c'est une légende de dire qu'il faisait gagner des candidats. Et puis, la deuxième chose, on dit, et puis la campagne de François Fillon. Oui. Il l'a laissé, il est parti en race campagne, hein. Il a laissé François Fillon en race campagne, il est parti. Il a quitté avant la fin de la voilà. Oui. Moi, les déserteurs, c'est pas trop mon truc non plus. Donc voilà. Donc moi, il me donne pas de leçons. Je lui donne pas de leçons. Et puis au final, faut quand même rappeler qu'il a été condamné pour emploi fictif. Donc voilà. Donc je n'ai pas de leçons à recevoir de M. Stefanini. Donc il reste à sa place. Quand il gagnera une campagne, il viendra me donner des leçons. Et quand il fera gagner un candidat, il viendra me donner des leçons. Vous espérez quand même que ce soit la campagne de Valérie Pécresse? C'est pour ça qu'on lui a dit de ne pas trop le sortir. Voilà pour Rachida Dati qui dézingue à tout va. Est-ce que c'est, encore une fois, loser, elle a des mots très très durs contre celui qui dirige la campagne de sa candidate. Non, mais on sait, Rachida Dati est une flingueuse hors pair. Déserteur. Elle l'a montré encore une fois, mais bon, en fait, c'est assez quand même... assez pathétique comme spectacle de cette éternelle guerre d'ego à droite. Ça va de Copé-Fillon à aujourd'hui Stefanini, Rachida Dati. C'est sans cesse en fait une querelle d'ego parce qu'il n'y a pas de personnalité en fait assez forte qui écrase et qui plie le jeu à droite. En fait, et Valérie Pécresse a du mal à s'affirmer comme une chef incontestable. Il y a trop d'ego, il y a trop de petits chefs en fait à droite. C'est ce que montre cette séquence. Il y a pas, je pense pas que il y a des divisions chez Marine Le Pen idéologique, etc. Mais moins de mise en scène comme ça, de guerre d'ego. C'est vraiment quelque chose d'assez propre à la droite de ces dernières années. Parce qu'il n'y a pas de chef incontestable qui se dégage depuis et qui a Nicolas un minimum Sarkozy, d'autorité depuis Nicolas Sarkozy. François Pupponi. Moi, je suis impressionné par la sortie de Rachida Dati. Très étonné que Stéphanie soit allé la chercher, parce qu'il la connaît bien. Donc il savait que le retour de bâton allait être terrible. Elle a quand même dit que globalement, la candidate s'entourait de losers condamnés. Bon, heureusement qu'elle n'a pas dit que c'était un chat noir. Voilà, donc c'est terrible. C'est terrible parce que ça vient après Éric Woerth. La défection d'Éric Woerth, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, Rachida Dati, la rencontre demain avec Nicolas Sarkozy, on ne voit pas trop ce qui va en sortir. Donc c'est quand même toute l'arrière-garde de la Sarkozy qui commence à faire comprendre que non seulement la campagne se passe mal, c'est pour ça que Stefanini était sortie du bois, et qu'en plus elle est mal entourée. Ça commence à faire beaucoup. Ça veut dire que les proches de Sarkozy sont en train de lâcher Valérie Pécresse? Oui, parce que je pense d'ailleurs qu'elle ne s'était pas entourée des proches de Sarkozy. Hein, donc elle les avait mis de côté, en fait. Comme elle avait globalement rompu avec Nicolas Sarkozy. Donc là, ils ne font que lui rendre la monnaie de la pièce. Hein. Des fois, on appelle ça le coup de pied de l'âne. Hein. Vous n'avez pas voulu de nous, tu n'as pas voulu de nous, tu vas comprendre. Bon. Mais c'est la droite qui fonctionne comme ça, quoi, depuis des années. C'est-à-dire qu'ils se font des croche-pattes pour que... Bon. Et donc là, ça commence à être comme compliqué pour elle, parce qu'elle devait être là pour d'abord rassembler son camp avant d'aller convaincre les Français. Le fait est que les gens démontrent qu'elle n'est pas capable de rassembler son camp. Karim Zerebi. Ce soir, Rachida Dati nous confirme que son deuxième prénom, c'est Kalachnikov. Hein. Quelle rafale. Ah oui. Mais avec un débit en plus à l'enchaîne. Elle a détruit complètement le directeur de campagne, qui est une personne majeure dans l'environnement et le dispositif d'un candidat. Non, je pense que ça a été dit, mais je le redis, je pense qu'à droite, on pêche aujourd'hui par un leadership naturel.
Et c'est vrai que être intronisé est une chose. Être capable de confirmer cette intronisation en posant ses marqueurs, en faisant partager son énergie, en incarnant une campagne, c'est autre chose. Et ça n'est pas donné à tout le monde. Et chaque campagne qui se suivent et qui ne se ressemble pas d'ailleurs, donc nous le confirme. On a des femmes et des hommes qui endossent plus facilement que d'autres le leadership, la capacité d'élan, d'enthousiasme. On a vu qu'Éric Zemmour, avant son meeting de Villepinte, il y avait des doutes, sera-t-il emballé d'une foule? Donc il n'était pas très bon jusqu'à présent en meeting, et il a confirmé, il est rentré, il a endossé les habits du candidat. Donc aujourd'hui la question ne se pose plus dans son camp. Donc Marine Le Pen a là dans l'ADN de sa famille donc ce côté un peu bête politique. Valérie Pécresse, femme de dossier, très sérieuse, présidente de région, de la plus grande région d'Europe, qu'elle gère plutôt bien, elle a été réélue, candidate à l'élection présidentielle pour emballer les Français. Point d'interrogation. Peut-être que dimanche, ces habits-là, elle les endossera. Dimanche, peut-être pas. C'est le grand meeting du Zénith, son premier grand meeting. Exactement, qui aurait dû se tenir après son intronisation, qui a été reporté pour cause de Covid. Et là, c'est un moment qui me paraît majeur pour emballer ou pas la campagne de Valérie Pécresse. Sinon, le risque, c'est des défections supplémentaires dans son camp. Alexandre Devecchio, on est à un tournant de la campagne pour Valérie Pécresse. Soit ça passe là avec le meeting du Zénith, soit ça casse. Oui, alors faut pas préjuger de rien. Éric Zemmour n'était pas un spécialiste des meetings, il avait raté la convention de la droite et s'est révélé un formidable orateur dans la campagne. Donc on ne sait jamais, mais a priori c'est tout de même pas le point fort de Valérie Pécresse, les meetings, les réunions publiques qu'elle a fait, puisqu'elle n'a pas appelé ça meeting, était quand même pas très emballant. Donc il va falloir qu'elle se transfigure, qu'il y ait un moment de vérité. Moi, pour revenir sur Rachida Dati, je pense qu'il y a une forme de lutte des classes à droite, qu'en réalité Rachida Dati a toujours été regardée de haut par les technos, ceux qui avaient fait l'ENA, ils l'ont toujours jugée illégitime. Elle l'a toujours dit, je pense qu'elle est légitime, elle a du caractère, c'est une battante, et elle incarne un truc qu'on voit plus beaucoup à droite, une forme de liberté de parole, d'anticonformisme, que j'aime bien. Moi, je me reconnais assez dans ce type de tempérament. Et ensuite, il y a un problème de leadership à droite, mais c'est pas que ça. En réalité, il y a un problème idéologique. C'est un parti, on ne sait pas à quoi sert aujourd'hui la droite, et il n'y a pas de sens dans la candidature de Valérie Pécresse. Je pense qu'elle l'incarnerait beaucoup mieux si on savait le projet politique qu'elle défend. Elle le décline à longueur de journée, Alexandre. Oui, mais c'est un projet qui est à mi-chemin entre celui de Macron et de Marine Le Pen, et on sait ou d'Éric Zemmour, et on sait qu'en réalité, Valérie Pécresse, sur les questions régaliennes, sécuritaires, elle se force un peu. On voit bien qu'elle n'est pas à l'aise, qu'elle n'y croit pas vraiment. Donc c'est une droite gestionnaire. Voilà. Et donc la droite gestionnaire, elle est déjà incarnée par Emmanuel Macron, avec plus de brio et de flamboyance. Donc il ne reste plus qu'un syndicat d'élus avec des gens qui pensent pas la même chose. Ce syndicat d'élus peut rester uni s'il y a la victoire en perspective, mais on voit bien qu'à la moindre difficulté, ça implose. C'est ce qui est en train de se passer, vu que Valérie Pécresse n'est pas capable, parce qu'elle n'a pas la personnalité de transcender ces différences idéologiques. Eh bien, la campagne patine, et à ce moment-là, le parti implose, et je pense qu'il va subir ce que le PS a subi avant lui, à force de division, à force d'absence de colonne vertébrale idéologique. C'est un parti qui a fini par disparaître, et donc peut-être que Valérie Pécresse est en train de connaître ce que Benoît Hamon, même si elle est beaucoup plus haut, avait connu il y a 5 ans. Alors avec peut-être une partie des électeurs de droite qui se tourneront vers Zemmour, Le Pen, et une autre vers Emmanuel Macron. C'est le cas d'Éric Woerth. C'est le cas d'Éric Woerth. L'offre alternative pour les électeurs de droite est terrible. Hein. Ils peuvent aller 2 candidats à l'extrême droite, un candidat Macron qui est le candidat naturel, en disant il y a quand même Éric Woerth, mais il y a quand même bien sûr Édouard Philippe qui était là avant. Et voilà, on est plutôt Bruno Le Maire et d'autres, Gérald Darmanin. Et donc voilà. Et donc si effectivement elle ne faisait pas une bonne campagne, ce qui était le risque pour elle, c'est qu'elle éclate et qu'elle soit celle qui tue la droite quelque part, qui entre guillemets ferme la porte de la maison. Même s'il y a beaucoup d'aléas et d'incertitudes jusqu'au premier tour d'élection présidentielle, on voit quand même, lorsqu'on analyse toutes les campagnes précédentes, que c'est au moment où nous parlons que des dynamiques s'emballent ou périclitent. Et là, effectivement, on est à un moment qui me paraît charnière pour la droite,
républicaine, gaulliste, traditionnelle, donc, parce qu'elle est prise un peu dans l'étau, cette droite. L'étau d'Emmanuel Macron qui attire un électorat de droite, traditionnel, centriste et autres, et on voit des ralliements de sarkozystes, qui n'étaient pas la droite molle non plus. Donc, et de l'autre côté, non pas Marine Le Pen, parce que je pense que Marine Le Pen, donc, elle a toujours eu du mal à capter cet électorat-là, mais Éric Zemmour, qui est rentré dans le jeu il y a quelques mois, et qui, lui, délibérément, lance des appels permanents à cet électorat-là, en disant, mais la ligne n'est pas claire, ils ne savent pas où ils vont, Pécresse, Macron, c'est du pareil au même, en gros, je suis l'original, quoi. Donc, revenez donc, dans la maison du RPR, donc, que j'ai envie de reconstruire, avec une ligne, effectivement, qui est celle qu'il définit. Et là, on voit l'électorat tiraillé. Et cet électorat, au fur et à mesure des études, des sondages, va devoir se prononcer, parce que les Françaises et les Français, qui ne sont pas encore dans la campagne, vont y rentrer au cours des jours et des semaines qui viennent. Et là, il va falloir qu'ils se prononcent. Je suis de droite, par atavisme un peu, de manière traditionnelle, par valeur, par principe, mais je vais où? Je vais chez Macron? Je vais chez Zemmour? Ou je reste chez Pécresse? Et là, je pense que on est loin aujourd'hui d'avoir des garanties que Valérie Pécresse va pouvoir créer la dynamique ou pas autour d'elle. Alors, imaginez les militants, les adhérents des Républicains qui ont voté Zemmour à la primaire. Eux, ils doivent s'interroger, parce que pour l'instant, ils ne retrouvent pas dans la campagne de Valérie Pécresse les raisons pour lesquelles ils avaient voté pour Éric Ciotti, pardon. Vous m'aviez perdu, là. Vous m'aviez perdu. Ça a été dit à l'Assemblée nationale hier, quand il prenait la parole, il a dit que Zemmour sortait de ce corps en parlant d'Éric Ciotti. Bon. Donc voilà, mais les gens qui ont voté Éric Ciotti à la primaire, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que je fais encore là? Donc eux, ils peuvent être tentés d'aller chez Zemmour, qui pour l'instant refait une belle campagne. Il a eu un trou d'air. Et puis là, il refait de nouveau une belle campagne sur ces thèmes. Alors là, on voit Éric Woerth qui se rallie à Emmanuel Macron. Il y a quand même quelques interrogations. Il a passé le quinquennat à dire du mal d'Emmanuel Macron, à voter contre tous les budgets. On va juste écouter ce qu'il disait sur Europe 1 en 2017. Franchement, c'était pas très sympathique pour le président. Je partage l'opinion de Laurent sur l'idée que le président ne connaît pas les Français. Je la partage profondément. Je pense que le président, son parcours montre... Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Un peu tout, sa façon de traiter les sujets, sa façon très technocratique d'aborder les choses, sa manière d'en rajouter pour créer des images d'empathie. Quand on est obligé systématiquement de prendre le premier enfant qui passe, de le prendre dans ses bras devant évidemment la caméra, parce que sinon ça ne sert à rien. Est-ce que c'est très naturel? Est-ce que c'est au fond la bonne manière de faire? Est-ce que c'est une opinion qu'on a lui-même? Il a quand même été élu président de la République. Pour quelqu'un qui ne connaît pas les Français, c'est... Bon, on peut être élu président de la République et pas connaître les Français, oui. Bon, ça, évidemment, les archives font toujours mal. Hein. Oui, enfin, c'est un reproche, on voit bien qu'il est assez superficiel en réalité, parce que sur le fond, je ne suis pas sûr qu'il y ait des vrais reproches que Éric Woerth puisse faire à Emmanuel Macron sur la ligne politique, puisqu'il est vrai que sur la dépense publique, vous pensez qu'ils sont exactement sur la même ligne? Sur la dépense publique, après quoi qu'il en coûte, non, c'est certain qu'en plus... Ah oui. Attendez, je me tourne vers François Pupponi, pardon. Rejoindre Emmanuel Macron après le quoi qu'il en coûte, quand on s'appelle Éric Woerth, c'est vrai que c'est un peu osé plutôt qu'avant, quand il était le candidat du libéralisme. Moi, pour fréquenter Éric Woerth à la commission des finances, en tant que président de cette commission, sur le quoi qu'il en coûte, il n'a pas été trop critique, parce qu'il savait très bien que globalement, il a connu la crise de 2008, lui. Il a connu la crise de 2008. Il sait ce que c'est de gérer une crise. Bon. Et en tout cas, ce qu'il dit depuis des mois et des mois, pour le fréquenter, c'est que il ne suit plus la ligne des Républicains. Quand les Républicains déposaient des amendements, ils ne votaient pas les amendements des Républicains en disant « mais vous faites n'importe quoi ». Alors, je pense qu'Éric Woerth, il a sûrement un choix personnel. Il est en désaccord avec la personnalité du président, mais je pense qu'il a dû discuter, puisqu'il y a des rencontres avant, bien sûr, sur Ralliement, pour dire, moi, je suis prêt à venir, mais à certaines conditions. Si vous infléchissez votre politique, moi, je serai là. Bon. Donc, sincèrement, sur quoi il faudrait infléchir la politique? Non, mais je pense qu'effectivement, c'est comment maintenant on sort de cette crise, comment on sort du quoi qu'il en coûte, comment on assainit les finances publiques, les comptes publics, parce que qui sont une situation difficile. Et donc, s'il a posé ces conditions et que Emmanuel Macron a dit, OK, on y va, c'est un peu comme ça. Promesse n'engage que ceux qui les croient, vous le savez. Comme il y a eu un monsieur déconfinement, un monsieur dès quoi qu'il en coûte, sera ministre. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'était plus en phase avec son parti. Moi, je répète, je l'ai vu en disant, il leur disait de temps en temps, mais arrêtez, quoi. Et il ne votait même plus trop avec eux parce qu'il était en désaccord complet, quoi. Sur la ligne économique. Si on ressortait les magnétos de février ou mars 2017 pour écouter Édouard Philippe, Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin. Oui, mais c'était pareil, c'est le jeu de massacre. C'était le feu. C'est le jeu de massacre. C'était le jeu de massacre.
Alors que là, effectivement, je trouve que c'est plutôt gentil le reproche qui est fait. Ensuite, si vous questionnez Éric Woerth en disant mais quand même, il y a quelques mois, vous estimiez qu'il va vous expliquer quoi ? Il va vous expliquer, écoutez, c'est peut-être le moins mauvais des candidats vers lequel je me rallie. Et c'est certainement ce qu'il dit, c'est certainement ce que diront tous ceux qui vont rallier Emmanuel Macron. En gros, l'offre politique est telle aujourd'hui que je considère qu'Emmanuel Macron est plutôt celui qui a l'étoffe, avec 5 ans d'expérience, pour repartir à la direction de notre pays, alors que les autres nous mèneraient vers des voies très incertaines. C'est un argument qui se tient. Quoi qu'on veuille en penser, c'est un argument qui se tient. S'ils pensent que Valérie Pécresse n'a pas l'étoffe et les autres n'en parlent pas, et je suis désolé de vous dire, on n'est pas obligé de voter pour un idéal, malheureusement. Ça fait longtemps que les Français ne votent plus pour un idéal, ne votent plus pour un projet d'espérance auquel ils croient en se levant le matin. Souvent, quand vous interrogez les Français, de manière désenchantée, dépitée, vous dites moi je vote pour le moins mauvais ou le moins pire. C'est grave, c'est dur, mais c'est aussi ça la réalité. Jenny Bastier. Ce qui est sûr, c'est que les deux arguments majeurs de Valérie Pécresse dans sa campagne, c'était d'une part, moi j'ai une équipe, j'ai des gens autour de moi compétents, des figures qui peuvent incarner finalement cette droite, le pays est de droite, et j'ai des gens de droite compétents, Zemmour n'en a pas, et Macron il s'entoure de gens plutôt à gauche. On voit que cet argument est un peu battu en brèche par le fait qu'effectivement elle est écartelée, il y a des recrutements des deux côtés, du côté de Zemmour et du côté d'Emmanuel Macron, et son deuxième argument majeur c'était moi je peux battre Emmanuel Macron au second tour, et là on voit que de sondage en sondage elle est donnée perdante systématiquement, et donc c'est finalement les deux arguments qui pouvaient qui sont d'ailleurs martelés par ces équipes, perdent leur efficacité, et qu'est-ce qu'elle peut retrouver comme nouveau ressort pour convaincre finalement les gens de droite qui ne se retrouvent ni dans la droite libérale ni dans la droite identitaire ou je ne sais comment l'appeler zemmouriste, de voter pour elle. Ça va être très très compliqué de trouver ce chemin-là. Le meeting du Zénith ne peut pas lui redonner un élan suffisant pour vous ? On verra ce qu'elle. Il faut voilà. On a bien vu qu'il y a eu énormément de surprises dans cette campagne. Éric Zemmour, qu'on croyait mort en novembre, a ressuscité petit à petit. Donc il peut y avoir évidemment des rebondissements. Il suffit qu'elle prenne 1 ou 2 points et qu'on l'appelle la battante, la résiliente, celle qui résiste, celle qui tient bon, et que le récit médiatique s'inverse. Mais ça va être très très difficile parce que effectivement, comme l'a dit Alexandre, on est la poutre travaille encore, et des deux côtés. Et des deux côtés cette fois-ci. Alexandre Devecchio. Non, j'aimerais revenir sur Éric Woerth, parce que ça laisse augurer de ce que va être le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. Moi, je fais partie de ceux qui ont un désaccord très très profond avec Éric Woerth. Je trouve que la droite, en réalité LR, aurait peut-être dû faire sécession d'Éric Woerth depuis longtemps, parce que c'est ce que j'appelle la droite comptable. Et à mon sens, de mauvais comptable, puisque c'est la droite qui enlève des lits à l'hôpital. Il y a une vidéo qui circule sur tous les réseaux sociaux où on voit qu'Éric Woerth se vante de retirer des lits, qui explique qu'il y a trop de lits d'hôpitaux en France. La RGPP. Il y en a, en fait, il y en a beaucoup, mais moi j'étais contre la RGPP. Non, mais il y a plusieurs droites. La droite sociale, la droite RPR, ça existe, et donc il y a toute une partie de la droite qui n'a pas compris qu'il fallait protéger, qu'on avait besoin de services publics forts, de régaliens forts, et que peut-être les économies, on pouvait les faire sur la dépense sociale plutôt que sur ce qui était utile à l'intérêt général. Donc j'ai ce désaccord-là, et je pense que ça annonce du coup un deuxième quinquennat Macron où le naturel va revenir au galop, puisqu'en réalité Emmanuel Macron a été élu sur un programme plutôt de techno. Il vient de Bercy, il a cette éthos politique-là, et c'est vrai que la crise du coronavirus lui a fait balayer tout ça, et il est devenu quelqu'un qui était pour la relance, qui parlait de protectionnisme économique. Je crois que c'est un caméléon, Emmanuel Macron, et qu'il faut s'en méfier. Enfin, qu'il faut s'en méfier, ça dépend ce qu'on pense de cette politique-là, mais ne pas croire que le quoi qu'il en coûte va durer éternellement, et donc l'arrivée d'Éric Woerth dans ses équipes montre qu'on va revenir à la bonne gestion, la soi-disant bonne gestion austéritaire qui ne fait qu'oblitérer la croissance et exploser le chômage. On a vu quand même que le quoi qu'il en coûte, même s'il a parfois peut-être été excessif, marchait plutôt, puisqu'on a tout de suite repris de la croissance, et sur le chômage, il a marché. Un dernier mot, François Pupponi. Oui, mais à la commission des finances, François Leroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, la reprise économique est là.
avec son corollaire, c'est l'inflation, et qu'on va plutôt, selon les expertises, vers des bonnes années. Et donc, il y aura des choix à faire, parce qu'il faudra restructurer les comptes publics, mais il y aura aussi de la marge. C'est-à-dire que, je ne dis pas qu'on va atteindre le plein emploi, mais globalement, on voit bien qu'au niveau du chômage, ça va mieux. Voilà, donc effectivement, il va falloir gérer. Voilà. Et quand des hommes comme Éric Woerth ou Bruno Le Maire disent, nous, on est là et on va pouvoir gérer, ça rassure aussi une certaine droite qui disent, si eux, ils sont là, on peut être rassuré sur le fait que la manière dont ça sera bien géré. Un dernier mot, quand même. D'accord avec Alexandre Devecchio, je suis d'accord sur un point et un désaccord sur l'autre. Un désaccord sur cette droite que tu imagines et autres, mais qui finalement a toujours été comptable lorsqu'elle était au gouvernement. Donc elle n'a jamais proposé autre chose que cette approche comptable. Mais il n'a jamais gouverné, il n'a jamais eu la majorité. C'est un problème à droite. Donc je parle de la droite majoritaire. Il y a eu le général de Gaulle et Georges Pompidou avant eux. D'accord. Et puis il y a eu la Troisième République aussi. Donc non, elle a toujours été comptable, cette droite, sur la Ve République. Mais en revanche, là où il a raison, Alexandre, c'est que s'il fait un deuxième mandat, Emmanuel Macron, ça sera le dernier. Parce qu'il ne pourra pas en faire un derrière. Donc ça veut dire qu'il se lâchera. Il se lâchera sur sa vision. Sa vision, quelle est-elle aujourd'hui? On ne la connaît pas. Donc comme on ne connaissait pas le programme d'Emmanuel Macron en 2017, en réalité, ce qu'il a tenu le plus tardivement possible, sans nous dire en réalité quelle était sa vision de la France, on ne connaît toujours pas ce que le candidat Macron risque de nous proposer pour les 5 ans qui viennent. Donc là, et il risque pas de se déclarer tout de suite. C'est quand même l'incertitude. C'est quand même l'incertitude. Et quand il y a incertitude, comme on dit, quand c'est flou, il y a un loup. Donc sur les 50 prochaines années, moi j'ai peur et je crains que si ça va mieux demain, ce sera plutôt du sang et des larmes pour les Françaises et les Français.